bien, je vais lire les questions, puis vous les posez. Certaines, elles sont plus dans notre champ à nous. Certaines, elles sont plus dans le tien, Franck. Peut-être d'ailleurs la première, tu pourras y répondre mieux que nous. Un enseignant qui nous dit « Pourquoi suis-je à ce point saisi par la procrastination ? Comment faire pour y échapper ? Avez-vous des trucs ?» Ce qui est de mon pronostic chez ce monsieur, c'est que c'est un monsieur. Ben, je ne sais pas. La question, elle est posée juste comme ça. Ce symptôme ou parce que procrastination, ça correspond à quelque chose de bien particulier en sémiologie psychiatrique, mais au fait de remettre les choses au lendemain. Alors, vous avez cet article de la Repubblica, le quotidien italien qui a été traduit en français plusieurs fois. Pourquoi je n'arrive pas en période de confinement à commencer et finir un roman? Eh bien, illustre bien ce comportement. On est confronté face à cette situation nouvelle à, comme je l'ai décrit tout à l'heure, à une sidération qui est encore en train d'être vécue. Elle est vécue d'une façon variable selon les personnes, mais elle fait que notre attention est occupée quelque part par la peur de l'infection pour soi, pour la peur de l'infection pour nos proches, pour les conséquences économiques, etc. Pendant que ma pensée est orientée quelque part, elle n'est pas sur ma mission. Il y a la fameuse addition de travail pour poser les choses. Ensuite, quand on est chez soi, alors ça c'est de l'ergonomie, mais ça correspond à des phénomènes au niveau psychologique, comportemental. Je n'ai pas mon rituel habituel de démarrage. Hein? Un petit peu comme si je passais à la boîte automatique immédiatement, où c'est que se trouve la clé, où c'est que se trouve le starter pour démarrer. Et bien là, dans le cadre dans lequel d'habitude je me relâche, je n'ai pas ces déclencheurs inconscients pour me mettre au travail. Je n'ai plus ces référents physiques, je n'ai plus ces référents temporels. L'école, c'est quoi? Outre le fait que c'est un bâtiment avec une clôture, avec une entrée, une sortie, c'est aussi une institution dans laquelle il y a des heures d'entrée, des heures de sortie, dans lesquelles il y a des rituels, des habitudes, un qui fait quoi, et je n'y suis plus, je n'y suis plus. Donc, cette vue virtuelle de mon quotidien peut avoir cette conséquence-là. Alors, puisque ce qui est demandé, c'est le moyen d'y remédier, eh bien déjà, essayez d'avoir chaque jour une organisation. Alors, déjà, le b.a.-ba du b.a.-ba, prendre soin de soi physiquement, compenser le fait qu'on ait moins d'exercice physique par le confinement par des séances de sport. Ou de mobilisation, si on n'aime pas le sport, hein, on l'appellera autrement, mais en tout cas, le corps doit bouger. Respirer de l'air de l'extérieur, être exposé à de la luminosité, respecter les règles diététiques. Attention, le fait d'être à la maison peut faire plus grignoter, peut faire plus, si on est tenté par l'alcool, si on est tenté par la cigarette, avoir plus de pauses de cigarette ou apéritifs. Attention, soyez affectueux dans vos maisonnées, c'est important. Parce que si on se voit toute la journée, alors c'est sûr que vous vous êtes tous aperçus que les jeux de mots d'un mari font plus rigoler le vendredi soir que le dimanche soir. Quand tout le week-end, un mari a énuméré les mêmes jeux de mots pendant le week-end, il fait moins rigoler madame. Et puis au niveau de l'ergonomie, chaque journée doit avoir déjà son organisation. En plus, puisque en qualité d'enseignant, vous êtes pour beaucoup d'entre vous en même temps parents, l'organiser pour vous et pour le reste de la famille. Contrôler son temps devant les médias, essayer de normaliser, de contrôler son anxiété pour ne pas céder à la panique, parce que ça, c'est source de perte de temps. Le contact humain, le sélectionner au niveau du temps, en tout cas, ne pas passer trop de temps au téléphone, etc. Et puis, le temps de travail, c'est un temps de travail avec des missions, avec également des dates butoirs. J'enchaîne avec la deuxième question. Alors, elle est plus de nature
d'ingénierie pédagogique, je dirais, écoutez bien. Que faire avec des enfants qui s'épuisent dans cette modalité d'apprentissage à distance? Temps synchrone en vidéo, par petits groupes avec l'enseignant, temps asynchrone, le travail en solitaire, coopération synchrone asynchrone par petits groupes d'apprenants, feedback synchrone avec le tuteur enseignant, mise en commun synchrone en vidéo avec tout le monde. Voilà. Au début, cela fonctionne car la modalité est nouvelle et rend les apprenants curieux de voir, de savoir, de comprendre comment ça marche. Puis, l'élan retombe, épuisement, désintérêt, manque de motivation extérieure. Cela peut bien fonctionner chez étudiants et adultes, mais chez les enfants, le syndrome euphorie-déprime est souvent présent. Que faire pour ne pas tous les perdre en cours de route un par un? Virginie, je te vois sourire, tu voudrais peut-être intervenir? Alors effectivement, c'est un problème que j'ai rencontré. Tout à l'heure, tu parlais du groupe WhatsApp. Nous, en Chine, on a WeChat, donc c'est un logiciel de messagerie instantanée et c'est vrai qu'il nous est très utile pour envoyer des petits messages perso aux enfants, donc ce qui permet aussi de relancer la motivation. On essaye de faire des défis qui puissent les intéresser. On essaye de varier les classes Zoom. Des fois, je fais du sport, je fais de la danse. Voilà, on essaie de relancer la motivation parce que nous, ça fait quand même 2 mois. Et c'est vrai que les enfants ont du mal à persévérer. Après, on a changé nos modalités. Maintenant, on fait classe Zoom tous les matins à 10h pour expliquer le travail de la journée et on les reprend l'après-midi pour faire un état des lieux de ce qui était fait. Voilà, on mutualise les activités. Ce qui permet aux enfants d'avoir quand même un petit semblant de classe toute la journée. Et je communique beaucoup individuellement avec les enfants, ça c'est important. Après, je peux me le permettre, j'ai une classe, j'ai 18 élèves, donc je peux me le permettre. Je crois que la question numéro 2, la façon en plus dont tu viens d'y répondre, rejoint la question numéro 3 et la numéro 10 qui vient d'être écrite. Alors, je vais les prendre toutes ensemble, vous allez voir, parce que je pense que c'est la même problématique de fond. Écoutez bien la numéro 3. Mes enfants travaillent à la maison et je suis même surprise par leur sérieux. Mais je n'ai pas du tout le temps de regarder si tout ce qu'ils font est correct ou pas. Je travaille moi-même en ligne. Les profs ne font qu'envoyer du travail. Ils ne regardent jamais ce que les enfants écrivent. Alors, s'ils font des erreurs, est-ce qu'ils ne vont pas faire que systématiser, entre guillemets, leurs erreurs? Que peut-on faire? La prof d'anglais que j'ai interrogée, je la connais, c'est une voisine, m'a dit qu'elle n'avait pas le temps d'appeler ses élèves un par un pour les suivre, vu qu'elle en a 250 et qu'elle doit absolument, enfin je rajoute absolument, envoyer du travail à faire. Et quelqu'un d'entre vous a écrit « Ne serait-il pas temps de changer nos objectifs d'enseignement, valoriser le travail collaboratif et l'agir ensemble, la pensée collective pour motiver nos ados, donner du plaisir et arrêter de penser à soi ?» Je vais vous faire une réponse qui n'est pas complètement techno-pédagogique, mais je pense qu'effectivement, moi je suis d'accord avec cette intervention et de dire qu'il faut absolument à un moment faire le choix entre le quantitatif et le qualitatif pour des raisons vraiment de santé psychologique et avec les conséquences de santé physique qu'il peut avoir derrière. Le plus important, c'est de s'épanouir. Alors c'est clair qu'il y a une vision, une perception probablement différente entre les adultes et les enfants ou les plus jeunes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'andragogie pour les personnes les adultes, en mettant l'accent sur le fait qu'ils doivent être conscients de leurs objectifs, qu'ils doivent être très explicites, etc. Alors que plus on a affaire à des petits, plus on va être dans l'implicite et dans le fond. Ce qui les motive, c'est le jeu plus que l'apprentissage. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce qui nous motive, nous autres êtres humains, c'est d'avoir de la relation et du lien. Si on est dans la pratique des activités collaboratives pour les activités collaboratives, c'est exactement comme quand on a affaire à des cahiers d'exercice pour des cahiers d'exercice. Au début, on est attiré par le joli cahier tout joli, tout beau, avec ses belles couleurs et son beau papier. Mais très, très rapidement, c'est extrêmement rébarbatif. Donc voilà, c'est une orientation que je donne, mais essayer de maintenir l'intérêt et en amont de l'intérêt, dans le fond, la relation de personne à personne, je pense que c'est la chose la plus cruciale, mais je m'appuie là-dessus sur le point de vue du psychologue. Moi, là-dessus, je ne suis pas forcément spécialiste, mais d'ailleurs, j'y suis plus apprenant. En revanche, ce qui m'a l'air de bon ou mauvais pronostic pour l'élève, c'est le fait de ressentir qu'entre l'institution et les parents, il y a au moins une continuité. Lui, l'enfant, qu'il soit petit, moyen, grand, il a bien compris que les parents éduquaient et l'enseignant enseignait, qu'il ne s'alignait pas forcément sur les mêmes, qu'il n'avait pas les mêmes compétences, qu'il n'avait pas les mêmes missions.
le pire dans une situation comme ça serait que l'enfant ressente que sur la méthode, il n'y a pas d'entente entre les deux. Moi, je ne serais pas d'un avis comme de l'autre, parce qu'en tout cas, c'est justement un terrain en plein défrichage que de repenser l'apport du numérique, les méthodes de transmission, etc. Donc, ce n'est pas vraiment une abstention de réponse que ma position, c'est plutôt une vue qui serait une invitation à le voir de façon globale, parce que entre parents et enseignants, finalement, il y a en ce moment des apports de propositions, c'est encore du brainstorming. Alors, beaucoup trouvent que toutes les polémiques en cours autour des traitements, hydroxychloroquine ou pas, masque ou pas, éducation, transmission numérique de cette façon ou pas, majoration des inégalités, etc. Beaucoup les voient comme quelque chose de négatif, etc. Mais ça m'a l'air d'être finalement l'un des plus grands apports de cette crise, parce que, regardez, je suis entre autres formé dans les sciences exactes, et ben, en médecine, les sciences humaines sont en train de beaucoup plus être considérées, celles qui ne sont pas basées sur des démonstrations par la quantification.